Merci à tous d'être connectés pour ce 8e webinaire, mon premier pour 2022, donc souhaitez-moi bonne chance. Et puis on va aujourd'hui vous parler de la méthodologie qui nous permettra de réussir votre montée de version PLM. Avant de démarrer, le classique, on va vous demander de couper vos micros et vos caméras, de poser vos questions dans le chat. On aura une phase de questions-réponses de toute façon à la fin si besoin pour échanger, si vous avez des questions, des besoins. Et si vous avez des points qui peuvent aider à la compréhension pendant, vous levez la main et on essaiera de vous interroger au fur et à mesure pour faciliter la compréhension. Vos interlocuteurs aujourd'hui seront donc Laure et moi-même. Donc pour me présenter très rapidement, Thibaut, moi je suis responsable du delivery chez Fit Retail. Je suis là depuis maintenant quasi 9 ans, avec une forte expérience autour des PLM, surtout sur la partie technique, que ce soit sur des sujets d'intégration ou plus récemment des sujets d'architecture qui me prennent un petit peu de temps, et donc également en pilotage sur des migrations. Et je vais laisser Laure se présenter. Bonjour à tous, je suis ravie de co-animer ce webinaire avec Thibaut. Moi, je m'appelle Laure Galland, j'ai 30 ans d'expérience dans le secteur de la mode et plus de 20 ans dans les projets PLM. Et j'ai de mon côté, oui, de mon côté un profil plutôt métier, donc j'interviendrai ce matin plutôt sur le rôle du métier dans cette migration. Voilà, merci. Merci Laure. Un mot très très rapide au démarrage pour vous expliquer Fit Retail, en tout cas dans le contexte des migrations qui va nous animer aujourd'hui. Pourquoi on est là? Chez Fit Retail, en fait, depuis le démarrage, on a mené plus de 120 projets et on s'est rendu compte, mais voilà, que parmi ces projets, on a pu suivre, accompagner ou conseiller nos clients sur plus de 26 migrations. Donc ça fait quand même quelques, quelques répétitions pour aujourd'hui. Et surtout, on est intervenu en plus sur ces migrations sur 3 types de rôles, en fait, vu que en sous-traitance, on a pu intervenir côté client, côté éditeur ou en tant qu'intégrateur pour les éditeurs. Donc ça nous permet en fait d'avoir une vraie vision 360 de tous les rôles qu'on peut avoir dans une migration. Et ça va nous permettre aujourd'hui de vous proposer une méthodologie de gestion un peu simplifiée qui, selon nous, est la bonne solution pour gérer une migration. Hop, excusez-moi, je saute des slides. Donc aujourd'hui, alors on va enfoncer des portes ouvertes. Donc on va commencer par une phase d'introduction et il y aura un avant, un pendant et un après. Plus sérieusement sur le contenu, avant la migration, on va vous parler surtout des étapes de gestion de projet qui vont vous permettre de bien cadrer le contenu de votre migration. Pendant la migration, on leur vous expliquera sur des aspects plus fonctionnels, les points de gestion qui sont à prendre en compte. Et bien entendu, en fin de projet, il y a de l'accompagnement, il y a de la formation, il y a des éléments qui sont à voir également. Petit point d'introduction, où on va se mettre un petit peu d'accord sur le vocabulaire et ce qu'on va se dire aujourd'hui. Alors, majoritairement, moi, je vais vous parler de migration, d'upgrade en anglais, on pourrait dire de montée de version, c'est pareil en bon français. C'est la même chose. Pour la plupart des éditeurs, on va utiliser des termes différents, pour autant on va bien parler d'une montée de version. Et dans notre cadre, en plus, nous, on va vous parler d'une montée de version majeure. C'est celle où il va y avoir le plus d'impact, donc on imagine qu'on est dans ce cas-là. Qu'est-ce que j'entends par une montée de version majeure? On a 2 types de montées de version en général, les majeures et les mineures, hein, facile. Et en général, on va se baser sur la numérotation des outils pour être capable de comprendre de quoi on parle. C'est pareil, ce que je vous explique là, c'est une norme, pour autant elle n'est pas obligatoire, tout le monde ne va pas la respecter. Il y a des éditeurs qui vont avoir des nommages avec des lettres et des petits noms sympas, mais derrière ils auront cette numérotation en général. Donc 3 numéros sur le format de numérotation qu'on va appeler X, Y et Z. Le X, c'est le numéro de la version majeure, donc si on change ce numéro-là, c'est qu'on est bien sur un upgrade de version majeure. Le Y, on va être sur la version de la release. Donc en fait, les migrations mineures vont avoir un impact sur ce numéro. Et enfin, le Z, en général, c'est plus sur du patch. Donc c'est vraiment du correctif. La théorie voudrait qu'un patch n'impacte pas les aspects fonctionnels ou techniques, à part pour apporter une correction. Donc ça, on n'en parle pas du tout. Nous, aujourd'hui, on va plus être dans un cas de migration majeure. Pour autant,
Certaines des choses qu'on va vous expliquer peuvent être vraies également dans une migration mineure. En amont de la montée de version. Alors, chez Fit Retail, on a un certain nombre de connaissances en gestion de projet, on a des certifications, on s'appuie en général majoritairement sur le PMI, donc le Project Management Institute, sur la méthodologie de projet. On a également des gens qui sont certifiés Prince2 chez nous. Donc on connaît bien ces deux méthodologies particulièrement. Et du coup, on s'est dit, bah, peut-être que le plus simple pour une montée de version, qui est un projet, c'est de regarder un petit peu les différentes phases et de se dire qu'on va se concentrer sur certains éléments. Typiquement, si on regarde le PMI, on va vous conseiller en amont d'un projet de s'assurer que tout le monde a le bon matériel pour travailler. J'ose espérer qu'avant d'attaquer une migration, tout le monde a un ordinateur. Donc, cette phase-là, on ne l'a pas forcément mis dans notre liste de bonnes pratiques. Donc là, en amont, nous, on va se concentrer surtout, si on découpe en 5 phases, sur la partie initiation et planning, en se concentrant sur 2 axes particulièrement, qui sont les axes techniques et les axes métiers. Vous vous en doutez, qui seront décrits par Laure et par moi-même. Sur les éléments techniques qui sont à prendre en compte en amont de la migration. Pareil, on découpe, on a plusieurs axes. Le premier, ça va être le hosting. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, sur l'hébergement, il y a des questions qui vont se poser. On sait que sur une montée de version majeure, on a de plus en plus d'éditeurs qui vont pousser pour aller sur du cloud, sur du SaaS. Ça peut aussi être une volonté de votre SI, étant donné que ça peut vous simplifier la gestion, que ça peut vous permettre d'avoir des équipes peut-être un peu plus restreintes sur certains sujets pour se concentrer sur des sujets que vous maîtrisez mieux. Donc on sait que le point de l'hébergement va être un grand point. Donc, on l'analyse en amont, on regarde les impacts obligatoirement, le passage demain d'une application qui va être on-premise à une application qui va être même juste dans le cloud, pas forcément en mode SaaS, ça va avoir des gros impacts sur votre manière de travailler, ça va avoir des impacts sur le reste du monde. On en parle dans la partie impact ici. Mais du coup, il faut identifier tous ces éléments-là. En plus de ça, on sait qu'on va possiblement avoir des impacts techniques hors outil de PLM. Je m'explique. Vous êtes en train de migrer votre PLM et on vous dit que maintenant, bah, votre version de Windows Server n'est plus compatible avec votre version du PLM. Obligatoirement, vous allez devoir faire évoluer votre serveur. Ça va être pareil sur la partie SQL, ça va être pareil possiblement sur des outils annexes, Adobe Illustrator peut en être un. Donc on évalue tous ces changements en discutant avec l'éditeur. Normalement, vous devez être prévenu via les release notes pour être sûr que vous n'oubliez pas un morceau et qu'on l'intègre bien dans les phases de test sur la suite. Point important également, si vous êtes non plus sur une version qui va passer sur du cloud ou du SaaS, mais bien on-premise, ça va être la gestion des serveurs. Il y a 2 points qui sont à prendre en compte. C'est que si vous gérez vos propres serveurs durant cette migration, vous avez de fortes chances de devoir à un moment doublonner un serveur. Je m'explique, vous avez un serveur de dev, un serveur du AT, donc pour les tests, et un serveur de prod. On est sur une version simple. À chaque fois que vous allez être en train de mettre en place un serveur, vous allez le doublonner pour vous simplifier la vie. Obligatoirement, pour vos équipes de production, ça a un impact. Donc il faut vous assurer que vous gérez ça et que ce soit anticipé avec les équipes de prod et bien la disponibilité pour mettre ça en place. Idem, un conseil et une bonne pratique que je vous donne tout de suite, c'est pour l'UAT. C'est d'avoir un serveur d'UAT au moins pendant la phase de migration qui soit à l'identique du serveur de production. Ça vous permettra d'aller faire vos tests de montée en charge et l'ensemble de vos tests en conditions réelles. Post-migration, si on a envie de retirer un petit peu de RAM parce que ça coûte des sous ou de retirer de l'espace de stockage, on peut. Pour autant, pendant la migration, on fait attention, c'est important d'avoir un vrai environnement d'UAT ou si vous pouvez même un environnement de pré-prod qui est une copie, ça fait un environnement supplémentaire, mais c'est important. Sur la partie applicatif, il y a 2 points qui sont à prendre en compte. Premièrement, bah, la migration est un projet, c'est un projet qui est complexe. On ne se rajoute pas des complexités en plus, on gèle les autres évolutions. Alors c'est pas simple, il faut le planifier, il faut en discuter avec les équipes métiers, il faut avoir une roadmap un peu construite, mais on ne maintient pas une équipe qui travaille sur des évolutions avec une équipe qui travaille sur la migration. C'est un coup à se prendre les pieds dans le tapis, donc on évite cette partie-là. Deuxième point, justement, ben, on sait qu'il y a des évolutions, on sait qu'on va avoir des complexités différentes
d'un PLM à un autre, il faut être capable d'estimer cette complexité. La plupart des éditeurs, quand vous allez arriver pour leur dire je voudrais migrer, ils vont vous dire en moyenne, ça prend autant de temps. Alors d'un éditeur à un autre, en plus, ça change, mais entre un client qui va avoir, j'en sais rien, 200 customisations et un client qui va avoir un PLM quasi standard parce qu'ils l'ont déployé en l'état, on va avoir des temps de migration qui vont être totalement différents, avec des complexités qui vont être totalement différentes. Malheureusement, l'éditeur n'aura pas tout le temps la bonne visibilité. C'est vous qui êtes maître de votre outil. L'outil leur appartient, mais c'est à vous qui de gérer ce point-là. Donc, essayez en permanence, en discutant avec l'éditeur, de le tenir informé des évolutions, des customisations que vous allez mettre en place pour qu'il soit capable de vous accompagner dans l'évaluation de la complexité et que du coup, vous puissiez avoir un chiffrage réaliste des temps de migration. Troisième point, les impacts SI, on en parlait tout à l'heure. Typiquement, vous changez d'hébergement sur votre PLM. Est-ce que vous allez être toujours capable de communiquer, d'envoyer vos données du PLM à l'ERP? Donc c'est la partie intégration qui va surtout être importante. Donc tout ça, on l'évalue. On planifie également cette phase-là. C'est logique, on va beaucoup parler de planification. Parce que si demain votre PLM il est tout seul dans un coin et qu'il ne peut plus communiquer avec le reste du SI, ça sert à rien. Enfin, sur la partie technique, on va avoir des tests qui vont être importants, qui ne vont pas forcément être simples à mettre en place, c'est les tests de montée en charge. On parlera des tests de non-régression plus sur la partie métier. Nous, côté technique, on est là pour s'assurer que notre PLM va toujours répondre en termes de performance. Particulièrement si on a changé notre serveur, notre version de Windows, notre version SQL, c'est extrêmement important. C'est des tests qui prennent du temps. C'est des tests sur lesquels, si on a des problèmes, on sait que les temps de correction sont pas neutres. Donc on anticipe au maximum cette phase-là. On essaye de se prévoir des phases de dry run avec des serveurs qui vont être opérationnels en amont pour mettre en place ces tests de montée en charge. Deuxième point, et alors je le mets côté technique, mais au final, côté technique, je vais vous parler de l'intégration des équipes métiers. Euh, on va avoir une nouvelle version qui va arriver, on va avoir des release notes, on va voir un petit peu les différents sujets, alors on vous en parlera juste après. Notre but, c'est d'éviter un terme dans cette migration, c'est le concept de migration technique. Parce qu'en général, on arrive avec ce discours de vous inquiétez pas, on est obligé de migrer parce que notre version de Windows est plus la bonne. Ça va être transparent pour le métier. Non, ça ne l'est jamais déjà. Et obligatoirement, une bonne migration, c'est une migration qui va être faite entre l'IT et les équipes métiers. Si vous n'avez pas tout le monde qui est intégré dans le projet, ça ne fonctionnera pas. Vos équipes métiers vont devoir être présentes pour plein de points, vous allez avoir besoin d'eux, c'est eux qui vont être garants de justement des aspects sur le périmètre fonctionnel. Donc c'est à eux d'être présents. Donc on essaye au maximum de les intégrer, on travaille avec eux sur le contenu de la migration pour regarder les nouvelles fonctionnalités dans le périmètre qu'on a qui peuvent être intéressantes, que ce soit en termes d'ergonomie ou purement en termes d'utilisation ou vraiment de nouveaux contenus. Mais on intègre les équipes métiers avec les équipes techniques. Dans le projet, c'est important qu'il y ait une communication forte et un lien fort. En contrepartie, bien entendu, les équipes techniques doivent quand même être capables de garantir aux équipes métiers que, en fin de migration, ce sera bien devenu transparent, qu'on aura bien les mêmes performances, qu'on aura tenu notre planning, qu'on n'aura pas trop impacté la roadmap des équipes métiers. Donc on garantit ce qu'on est en train de livrer. Jusque-là, plutôt logique. Merci pour cette petite intro, Thibaut. Donc moi, je vais appuyer sur le fait que oui, cette migration, elle va s'appuyer sur la technique, mais évidemment sur le métier. Que le métier a un rôle extrêmement important à jouer. Alors, en amont de la montée de version, et on a parlé de version majeure tout à l'heure, c'est important d'identifier sur le plan vraiment fonctionnel, même si on reste à isopérimètre, ce qui fait partie des bonnes pratiques, il risque d'y avoir, dans le cadre de cette nouvelle version, il risque d'y avoir des nouvelles fonctionnalités, en tout cas des process qui ont un petit peu changé, des impacts sur l'ergonomie, la navigation dans le PLM, etc. Donc, c'est important d'identifier en amont ce qui change pour que le jour où vous allez solliciter les équipes métiers pour les phases de recettes, les équipes ne soient pas perdues. Voilà. Donc, en amont, on fait une petite réunion, on présente un peu les nouveautés pour que le jour où les personnes seront en phase de test, elles ne soient pas perdues par cette nouvelle ergonomie.
Préparation de la recette. Alors ça, évidemment, une phase extrêmement importante avant la montée de version, c'est déjà identifier des key users qu'on va solliciter sur cette phase de recette. Voilà. Revoir en fait l'ensemble des process qui sont concernés. Donc en fait, refaire une mise à plat de l'ensemble des process. Et en général, c'est un sacré boulot parce que le PLM a un périmètre assez large. Donc il va falloir remettre à plat tous ces process, les faire écrire par les équipes métiers, les valider, tous ces scénarios de test. Et puis aussi, ben, planifier, organiser toutes les sessions du AT par métier, puisqu'en fait, il risque d'y avoir plusieurs sessions par métier, parce qu'on va sans doute rencontrer des incidents, donc il va falloir retester derrière. Donc il va falloir planifier tout ça en amont, parce qu'on sait que le métier est très, très sollicité ben, par le business, hein, par le quotidien, par les collections, etc. Donc il va falloir organiser en amont et vraiment planifier de façon sérieuse toutes ces sessions du AT. Alors là, c'est un exemple de périmètre d'un PLM, juste pour prendre conscience qu'en fait, le périmètre d'un PLM, c'est tellement large, puisqu'on parle de matière, on parle de produits, de thèmes potentiellement, de style, de nomenclature, de spécifications techniques, d'échantillons, de costing. Donc, en fait, le périmètre est très large. Donc, quand on commence à mettre à plat ces process et à les écrire pour pouvoir les tester, voilà, c'est du travail. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce travail à faire avant la montée de version pour être sûr de ne pas oublier un process, de ne pas avoir un trou dans la raquette et d'avoir un souci le jour où on passe en prod. Il y a donc des process qui sont purement métiers, hein, de création de données, etc. Et puis, il y a aussi, côté métier, des tests à faire sur l'intégration avec les autres outils du système d'information qui sont impactés par le PLM, et notamment le RP, sur des interfaces ben, de style, de matière, de couleur, de nomenclature, etc. Donc ça, c'est extrêmement important d'intégrer aussi dans les process métiers cette partie intégration qui, bah, le jour où on va passer en prod, doit absolument être opérationnelle. Merci Laure. Avec tous ces éléments, on est capable d'estimer et de savoir les actions qu'on va avoir à réaliser, les points à piloter. Toujours pareil, en partant de ce principe, on a essayé de lister le strict minimum, en tout cas l'essentiel, les points importants qui seront à piloter en amont de la migration et qui vont permettre en fait d'avoir une vision plus claire. Le premier point, obligatoirement, comme tout projet, on va définir les objectifs du projet et le périmètre. Alors les objectifs, vous allez me dire, ils sont plutôt simples dans notre cas, réussir notre migration dans les délais. Jusque-là, facile. Le périmètre, par contre, c'est un peu plus complexe. Comme l'exprimait Laure, il y a beaucoup d'éléments sur la partie fonctionnelle qui sont à prendre en compte. Pareil sur la partie technique. Donc on s'assure d'avoir une vision globale de tous les éléments et on n'oublie rien sur cette partie-là. Le deuxième point, toujours pareil, on en a parlé, on va identifier et réserver le temps nécessaire à l'ensemble des acteurs. Alors, j'ai noté particulièrement l'éditeur, parce qu'on sait que c'est l'éditeur qui doit gérer cette migration, au final, en tout cas, qui doit intervenir sur la migration et qui va être en réalisation. Pour autant, il va peut-être pas être tout seul. Déjà, il va y avoir possiblement des intégrateurs, des partenaires qui vont être là. Donc, c'est important de s'assurer qu'on a bien toutes les parties prenantes, qu'on les connaît, qui sont identifiées, qu'on va pas avoir des rôles de ce sera quelqu'un à la R&D. Non, il nous faut des gens identifiés et c'est à vous d'insister pour avoir ces personnes-là si l'éditeur vous les met pas en avant. Et aussi vigilance sur les acteurs qui vont pas être dédiés au projet. Je m'explique, une personne qui va être dans l'équipe projet, elle va intervenir purement sur la migration. C'est facile, on sait qui va être là. Donc si jamais on a oublié un élément dans la planification, on va être capable de le poser quelque part. Demain, vous avez des équipes de production qui vont être concernées. Il est très rare que vous ayez une personne de la prod qui soit dédiée à 100% pour votre projet. À moins que vous ayez vraiment un PLM qui soit conséquent. C'est des gens qui vont être à temps partiel sur le projet. Obligatoirement, si vous n'avez pas planifié les dates, si vous n'avez pas réservé des créneaux, vous allez vous retrouver avec des délais qui vont être perdus parce que bah, je ne peux pas intervenir pour vous, je suis en train de travailler sur la mise en prod pour le RP. Ben, voilà, une semaine.
Donc obligatoirement, on est très très vigilant avec tous les acteurs, on planifie au maximum, on réserve les temps. Côté métier, Laure le disait, il y a le quotidien qui va être là aussi avec le travail qui est toujours à réaliser. Une bonne pratique qui n'est pas simple à mettre en place mais qui est vraiment géniale, c'est de réussir à budgéter le temps dont on va avoir besoin pour les équipes métiers et de leur réserver ce budget pour qu'ils puissent faire intervenir quelqu'un pour les aider, que ce soit de l'intérim, une prestation à côté pour réaliser certaines tâches, mais pour permettre de vraiment sortir la personne de ces sujets pour qu'elle soit disponible pour la migration. Troisième point, bah, on a notre planning, notre périmètre, donc nos actions, on a nos acteurs, on va définir un RACI. Un RACI qui va être complet, donc les rôles et responsabilités pour tout le monde. Notre planning, donc on l'a écrit. On pose des périodes de livraison. On sait très bien qu'avec les périodes de collection, c'est pas simple. On sait que sur des projets PLM, quand on décale, on peut se retrouver avec des décalages de plusieurs mois qui vont être dus aux phases de collection, alors que le décalage en soi, sur la partie technique ou le bug qui va être identifié peut être minime. Mais pour autant, ben, les seules fenêtres de tir qu'on va avoir, c'est entre chaque collection. Donc on est vigilant à ces points-là. On pose une période, possiblement si on sait qu'on est un peu short, on met un plan B, mais pourtant ça fait partie des points, on évite les plannings un peu optimistes en mode si tout se passe bien, ça passe en autant de temps. Non, on va en parler juste après, on sait très bien qu'il y aura des phases de retour de test, que du coup il y aura possiblement des temps d'intervention derrière, donc on fait attention, on fait un planning réaliste. Et comme on est des bons chefs de projet, on n'oublie pas que quand on met en place un projet, ben, on définit comment on va le suivre. Donc on définit nos KPI, les éléments qu'on veut suivre. Le PLM s'y prête bien en général, vu qu'on peut découper par lot. Ça peut être des lots fonctionnels, donc on va les lister, on va avoir des attendus par lot, donc les KPI sur les différents lots, et on va être capable de tester et de valider tout ça au fur et à mesure. Donc ça, on le définit en amont. Pareil, on l'oublie, on a tous des outils de communication maintenant à portée de main en permanence, donc on a tendance à ne plus y penser. Mais il y a des canaux de communication à mettre en place pour éviter le projet où toutes les communications vont partir dans tous les sens. On va se créer des canaux Teams en amont, des points de suivi, un outil de ticketing pour gérer notre recette. Tout ça, on le définit avant. Et enfin, ce que j'appelle la comitologie, alors c'est un bien grand mot, c'est le rythme des réunions qu'on va vouloir mettre en place et des suivis pour justement avoir nos KPI et utiliser nos bons moyens de communication. Donc typiquement, si on veut un copil mensuel et un daily meeting de 10 minutes avec l'ensemble des interlocuteurs, on anticipe, on le met au planning dès le début et on s'assure que tout le monde aura la disponibilité pour être présent en différents points. Ça va vous simplifier la vie, ça va vous éviter les ah bah non, telle réunion, je peux pas la faire avant une semaine. Donc on met tout ça au planning dès le début. Et normalement, si on a fait tout ça, ben, et c'est là qu'on va pouvoir aller défendre notre migration, on est capable d'avoir une estimation réaliste du budget par rapport à l'estimation macro qu'on va possiblement avoir faite avant avec l'éditeur. Normalement, à cette phase-là, si vous êtes capable de savoir peut-être pas la virgule, mais en tout cas pas loin, combien va vous coûter la migration. Donc c'est important. Alors, pendant la montée de version, je vais laisser un peu la parole à Laure. De mon côté, c'est plutôt simple, hein. On passe sur les phases de réalisation, sur la partie technique, avec du pilotage. Donc valider qu'on tient la charge, qu'on n'a pas de dépassement et que surtout on reste toujours bon dans le planning, en plus de tenir la charge. C'est important. On ne vous l'a pas écrit, c'est plutôt évident. Et je vais laisser Laure vous parler des aspects fonctionnels. Merci Thibaut. Donc, pendant la montée de version, bah, là, on va solliciter le métier énormément puisqu'en fait, pendant les séances d'UAT, donc User Acceptance Test, on va devoir recéter, enfin tester, l'ensemble des process qu'on a identifiés et qu'on a écrits. S'assurer que donc il n'y a pas de non-agression, qu'il n'y a pas d'incident, que tout se passe bien. Évidemment, il y en a toujours, hein, même dans des migrations, réussies au final, il y a toujours des on identifie toujours des incidents. Donc il faut les détecter, rapidement et puis surtout il faut les traiter. Donc il faut utiliser enfin on utilise tous, hein, pour, dans le cas des migrations, des outils, type Jira pour tracer, créer les incidents, les tracer, les affecter, soit à l'éditeur, soit une fois qu'ils sont traités, les réaffecter au key user. En tout cas, c'est important de les suivre, de les tracer, de faire des meetings réguliers de suivi de ces incidents.
parce que derrière, une fois que l'incident est traité, il va falloir retester le process. Donc voilà, ça c'est la phase importante de gestion des incidents et de tous les problèmes qu'on a rencontrés pendant les UAT. Et puis une fois que tout ça est traité, on va décider go ou no go pour une décision de mise en prod. Alors si on revient un petit peu plus en détail sur le slide d'après, sur le process, donc on a une méthode un petit peu agile. Le process, il va être identifié, il va être, voilà, on va avoir différents tests unitaires. On détecte les incidents, on les corrige et en fait, pourquoi j'ai écrit une boucle? Parce qu'il y a vraiment une itération et c'est pour ça qu'il y a, pour un même sujet, pour un même process, il risque d'y avoir plusieurs séances de tests pour être sûr en fait que tous les incidents détectés sont bien corrigés. Une fois que le process a été validé, on va décider, pour la globalité des process, on va décider un go ou un no-go, ou on reporte la mise en prod parce qu'on n'est pas prêt. Enfin voilà, il y a plein de schémas possibles, mais en tout cas, voilà, c'est important de suivre ces itérations et de tester en profondeur l'ensemble des process identifiés pour être sûr que le jour où on sera en prod, en fait, tous les problèmes auront été détectés et corrigés en amont. Merci Laure. Je vous en prie. Mais en même temps, je te laisse la parole, vu qu'après la D'accord. montée de version, il y a encore OK. des aspects métiers. Tout à fait. Puisque le métier donc est très sollicité pendant la migration et continue à être sollicité après parce qu'évidemment, on va devoir former, l'ensemble des utilisateurs. Alors en général, on forme les key users et les key users vont eux-mêmes former les utilisateurs finaux. Donc, on est plutôt sur un train the trainers. On doit mettre à jour tous les supports de formation. S'il y avait des supports sur la version antérieure du PLM, on va mettre à jour ces supports. Donc, cette phase de formation, elle est primordiale parce que le jour où l'ensemble des utilisateurs vont travailler avec cette nouvelle version, il va falloir que tout le monde soit opérationnel, formé, etc. Donc la formation, c'est très important, mais autant que la formation, il y a derrière l'accompagnement des utilisateurs. Donc cette phase d'accompagnement au changement, de s'assurer qu'on ne perd personne, que tout le monde a embarqué dans cette nouvelle version, suivre les compétences individuelles des gens, s'assurer que cette nouvelle version est adoptée, c'est extrêmement important au même titre que la phase de formation. Et en plus de ces phases de formation, moi je vais rajouter 2 points. Le premier, le handover dont je vais vous parler, qui sont très importants et qui peuvent être dans certains cas oubliés. Pourtant c'est simple, ça prend pas énormément de temps, mais c'est primordial. La notion de handover, c'est bien de dire à un moment, on a une équipe projet, qui va donner, les clés, pour la suite aux équipes run. Alors, si votre équipe projet, votre équipe run est la même, on est d'accord, il n'y a pas besoin. Mais dans la plupart des cas, on sait qu'on va avoir des personnes différentes vu qu'on a des rôles différents. Donc on n'oublie pas cette phase-là. Et en plus, cette phase, elle est facile à décrire, vu qu'en fait, il y a 3 petits éléments. Premièrement, en amont, on va partager les release notes. Donc on va communiquer sur les éléments qui vont possiblement changer aux équipes de run pour qu'ils puissent regarder un petit peu tout ça. S'ils ont des questions, ils pourront vous les remonter. Et donc on anticipe, on est capable de les aider. On va les former. Laure le disait, il y a des aspects fonctionnels qui peuvent évoluer et en tout cas plus fonctionner exactement de la même manière. Donc on explique tout ça aux équipes run pour que demain ils soient capables d'accompagner le métier. On rappelle, le run, le but, c'est pas que de corriger du ticket, c'est aussi d'accompagner les équipes, dans certains cas de les conseiller. Donc, on leur donne les clés pour qu'ils soient capables de le faire. Et dernière phase qui est importante, c'est qu'on maintient un petit peu de disponibilité de l'équipe projet en post-livraison. Alors, attention, je ne vous dis pas de garder votre équipe projet 6 mois après la migration. Au contraire, ça, c'est pas bon. Le but, c'est juste de se dire que sur la semaine suivante, les 2 semaines suivantes, on s'assure qu'on ait une personne de l'équipe projet qui sera en capacité d'aller aider les équipes run si jamais il y a des points un petit peu particuliers. On aura beau prendre toutes les précautions du monde, malheureusement, il y a toujours des éléments qui peuvent être oubliés dans une phase du AT. Alors, c'est pas bien,
mais maintenant ça peut arriver. Donc obligatoirement, il faut qu'on soit en capacité de réagir. Le fait d'avoir quelqu'un de l'équipe projet qui va avoir la connaissance des interlocuteurs côté éditeur, ce sera peut-être pas forcément le cas de l'équipe run, qui va avoir une connaissance globale du projet, va vous permettre en général de fluidifier si jamais il y a un problème qui est détecté en aval de la migration. Pourquoi ça change plus? Si, ça change. Deuxième point, la réalisation d'un sanity check. Alors j'espère que j'ai pas d'expert du testing dans le call aujourd'hui, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Si on banalise, c'est le test en prod. Le principe du sanity check, c'est bien de dire qu'on va avoir défini en amont des tests de non-régression. Dans toute cette liste de tests de non-régression, on va en sélectionner quelques-uns qu'on va considérer comme importants. Typiquement, ça va être s'assurer qu'on puisse se connecter, qu'on puisse parcourir les listes des produits, en créer un et créer une nomenclature. Je fais simple. Donc on va les toper dans notre liste de tests de non-régression. Et sur le week-end de migration, parce qu'on en parlait tout à l'heure, une migration en général, ça va être hors des plages de travail des équipes métiers. Donc typiquement, ça va être le week-end. Une fois qu'on a terminé notre migration, on va demander à quelqu'un de l'équipe métier de se connecter pour s'assurer qu'on puisse réaliser ces actions. Le but, c'est pas de refaire l'ensemble des tests de non-régression, en général, on n'a pas le temps, mais c'est de s'assurer que quand on arrivera le lundi matin, on a enlevé 80% des problèmes simples qui peuvent arriver durant une migration. Typiquement, il n'y a que l'administrateur qui peut se connecter parce qu'au final, le LDAP n'est pas bien connecté. Ben, on peut se rendre compte très facilement avec un sanity check. On l'évite en faisant ces tests-là le week-end. Donc on ne les oublie pas, c'est important. C'est pas juste un test de connexion, ça va quand même un petit peu plus loin. Donc on s'assure que tout ça est bien réalisé sur le week-end. Alors, en résumé, si on reprend un petit peu tout ce qu'on s'est raconté là pendant ce webinaire, il y a 4 grands points qui sont importants en fait à garder en tête si vraiment on veut l'essentiel de l'essentiel. Euh, L'amont, bah, c'est de s'assurer qu'on maîtrise l'ensemble des impacts techniques donc, qui sont connus et identifiés, et qu'on a bien intégré nos équipes métiers, qu'on est bien en train de travailler avec eux et qu'on n'est pas sur une migration technique qu'on fait dans notre coin et puis effet Big Bang le jour où on arrive. On s'assure d'avoir bien planifié ces phases d'UAT et l'ensemble de ces phases de test, les tests de non-régression, les tests de montée en charge particulièrement. On investit du temps dans la formation et l'accompagnement post-migration, c'est ultra important. Se dire que c'est juste une montée de version, c'est le même outil, non, il y a des éditeurs qui vont avoir des changements d'ergonomie forts. Certes, ça va faire la même chose, pour autant, ça va plus le faire de la même manière. Si on n'accompagne pas les équipes métiers, ça peut créer des gros soucis. Et enfin, bah, on n'oublie pas les phases de handover et de sanity check qui sont pas très compliquées à mettre en place, qui représentent pas un temps fou, mais qui vont vous permettre de gérer tous les problèmes que vous pourrez rencontrer après la migration. C'est tout pour nous. Alors, je vous remercie de votre attention et c'est maintenant la phase des questions et si possible réponses. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? On a parlé un petit peu au début sur la complexité, le fait de devoir l'évaluer et tout ça, et on a aussi parlé des migrations sur le cloud et on-premise. Euh, J'imagine qu'il y a quand même une plus grande difficulté quand on veut faire une migration sur le cloud. Face au on-premise, Oui, ça dépend. On va pas avoir les mêmes complexités surtout. Je pense que le point important est là. Effectivement, demain, alors je vais répondre sur la partie on-premise d'abord. La complexité, elle va être purement interne avec des équipes de production qui, on le sait, sont aussi fort sollicitées parce que ben, il n'y a pas que le PLM dans un SI, hein, fort heureusement. Euh, donc sur le on-premise, le point, c'est la disponibilité, la capacité à mettre à disposition des serveurs, qu'on va en plus possiblement bouger sur le sizing, on va faire évoluer des outils techniques. Donc on est vraiment plus sur ces points-là. Demain, sur une montée de version cloud ou SaaS, les complexités, elles vont plus être au final sur peut-être la connexion des outils ou les accès. On sait que demain, la plupart des éditeurs, quand vous passez sur un mode SaaS, vont pas vous donner la main pour aller bidouiller vos serveurs, vos customisations sur le serveur, ce genre de choses. Bidouiller n'est peut-être pas le terme. Mais du coup, obligatoirement, c'est d'autres éléments qui sont à prendre en compte. Pareil, demain, vous êtes
cloud, SaaS ou pas, donc hébergé à l'extérieur, il y a des gros points de sécurité qui vont se lever. Déjà pour la propriété des données chez qui vous allez être hébergé. J'ai pas de parti pris là-dessus, mais est-ce que en tant que boîte de retail, vous voulez être hébergé chez Amazon, qui possiblement va vous concurrencer à un moment? C'est une question qui est forte. Est-ce que la manière dont vous allez faire transiter vos données entre votre PLM et votre ERP va être sécurisée? On sait qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où malheureusement, il y a une recrudescence des attaques informatiques. C'est un point qui est vraiment important. Et même si vous allez avoir que des connexions en interne, bah, votre donnée est hébergée à l'extérieur. Donc, est-ce que le niveau de complexité est le même? La question est compliquée. En tout cas, c'est vraiment pas les mêmes complexités. Et du coup, particulièrement si on est en train de switcher de l'un à l'autre, ça lève énormément de questions. Et on sait que ben voilà, les équipes IT internes n'ont pas tout le temps la connaissance pour vous accompagner là-dessus parce que ben, ils vont être très spécialisés et du coup, c'est pas forcément des questions qu'ils auront vues en amont. Donc là-dessus, c'est là où je donne ma carte de visite. C'est là où on peut vous accompagner, où il y a d'autres sociétés qui peuvent vous accompagner sur des points de sécurité. C'est pas forcément notre domaine d'expertise premier. Je vais vous conseiller effectivement de vous faire accompagner si demain vous voulez passer du on-premise au cloud, par exemple. Je sais pas si ça répond à la question. Hop, c'est très bien, c'est très bien. Merci. Alors moi j'ai une question également. Je voulais savoir, enfin, vous parlez de complexité des contextes en fait selon les clients. Est-ce que vous savez estimer le temps moyen de migration? Oui. Mais je vais pas répondre. On sait l'estimer obligatoirement en amont des projets, particulièrement chez des clients chez qui on intervient. Maintenant, la répondre aujourd'hui avec un chiffre, c'est extrêmement compliqué parce qu'on sait que d'un éditeur à l'autre, on ne va pas avoir la même complexité sur les migrations. Je ne citerai pas de nom, mais on a des éditeurs chez qui ça prend beaucoup plus de temps que chez d'autres. Et pareil, entre un client qui va avoir zéro customisation, parce qu'ils ont réussi à déployer un PLM purement standard en mode SaaS, justement, et un client qui va avoir un PLM on-premise avec 200 customisations, on va obligatoirement avoir des temps qui vont être extrêmement différents. Et on revient donc à ce point au début de connaître la complexité de son PLM pour être capable de l'estimer. C'est tellement vaste que c'est très compliqué là de vous donner une réponse. Pour donner une fourchette, on sait qu'on arrive à gérer des migrations simples, euh, discutables, mais sur 15 jours, comme je sais très bien que j'ai des migrations qui ont déjà duré plus de 6 mois parce qu'on savait que le projet allait être énorme. Donc on est quand même sur, c'est plus une fourchette. Et là, un- Thibaut, tu parles que de la migration technique. Tu ne parles pas de la migration avec tous les tests, avec l'intégration du métier, etc. Donc là, c'est la migration purement technique du PLM, ce dont tu parles. Oui, oui, oui. Donc à ça, il faut ajouter toutes les sessions du AT, les préparations des scénarios de test, du cahier de recettes, etc. Donc il y a tout ça à ajouter en fait au délai global de migration, si on veut parler de délai global de migration. Et j'imagine aussi les dispos enfin, de l'éditeur, ce genre de choses, ça. Et on revient effectivement Aussi. sur le point évoqué précédemment, les dispos éditeurs, en fonction des périodes où on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets en parallèle, et pas que chez Centric, hein, soyons clairs là-dessus, et que obligatoirement, bah, il faut être capable de planifier tout ça. Euh, c'est beaucoup de travail en amont. Je pense qu'on a pas mal insisté dessus au début du webinaire, mais les phases de planification sont vraiment compliquées en général et il faut s'assurer que on est bien tout le monde dans les bons délais. Ok. Merci. Je rebondis peut-être sur un point que Laure a dit, justement, là, c'est une fourchette de temps, enfin, une grosse fourchette de temps pour le côté technique. Après, il faut rajouter tous les tests, notamment. Est-ce qu'on a des outils automatisés pour les tests? Pour le test Oui. fonctionnel, c'est ça ta question? Oui. Ah, ouais, j'étais parti sur les tests de montée en charge perso, mais il y a Ah, les tests de pardon. non-règles Et aussi. après, C'est une bonne remarque. Peut-être Alors, les deux d'ailleurs. les deux, les deux sont faisables de toute façon. Alors, je vais parler de ce que je connais. Nous, chez Fit, on utilise en général Gatling quand on veut automatiser des tests. Ça nécessite un peu de travail en amont de paramétrage dev.
On ne va pas forcément le faire chez tous les clients parce qu'il y a quand même un temps de préparation qui est assez important. Pour autant, c'est intéressant parce que c'est des outils qui sont réutilisables sur la suite, sur justement des tests de non-régression durant la vie du projet. Le principe étant de dire qu'une fois qu'on a rédigé nos tests, on est capable donc de simuler des actions utilisateurs avec Gatling et qu'à partir de là, on est capable donc de lancer toute une batterie de tests facilement et on est aussi capable de dire sur mes tests de consultation produit et création de produits, je veux simuler 40, 50, 200 connexions en parallèle qui vont me permettre de m'assurer que mon serveur aussi tient la charge, particulièrement quand j'ai changé des éléments techniques en plus. Donc, pour les tests de montée en charge, oui. Sur les tests de non-régression, on peut également. Attention, avec un outil comme Gatling, ça reste quand même beaucoup de travail en amont. Pour autant, une fois que c'est fait, c'est réutilisable. Donc, c'est quand même un bel avantage. Donc, oui, c'est possible d'automatiser et je pense que c'est une bonne pratique. Maintenant, c'est un sujet à part entière, le testing autour des PLM. Je pense qu'on peut refaire un webinaire complet sur le sujet. Je vois l'heure, je pense que, et Sarah, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, nous sommes au bout de notre timing. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on en reste là? On en reste là. Eh bien écoutez, merci à tous pour Merci beaucoup en votre, tout cas. pour votre temps et votre participation. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent sur la suite, à nous contacter. De toute façon, vous avez les informations. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Merci pour beaucoup. cette présentation. Bonne journée. Merci, au revoir.